L'Ukraine est un État souverain et ses frontières inviolables. Je note que Mme von der Leyen, qui, encore une fois, donne le là, et les chefs d'État des nations européennes suivent comme un seul homme ces décisions. Eh bien, Mme von der Leyen dénonce l'invasion russe. Par contre, elle signe des accords gaziers avec l'Azerbaïdjan suite aux sanctions infligées aux Russes et la rupture de contrat en livraison de gaz. L'Europe a besoin de gaz. Elle signe des accords gaziers avec l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan qui envahit il y a quelques jours et qui viole les frontières de l'Arménie. Et je note que là, il n'y a aucune protestation, aucune décision, aucune dénonciation et aucune livraison d'armes à l'Arménie qui est victime, elle aussi, d'une violation de ses frontières, en plus de la menace turque qui est désormais de plus en plus forte. Donc il y a un deux poids, deux mesures. Pourquoi défend-on l'Ukraine avec cette opiniâtreté? Pourquoi on abandonne l'Arménie? Ce sont des questions. Ça veut dire qu'il faut aller défendre l'Arménie aussi? Ça veut dire qu'il faut défendre l'Arménie, bien sûr. Ça veut dire de la même manière qu'on a défendu l'Ukraine? À minima. Avec des livraisons d'armes? À minima, absolument. Parce que l'Arménie, elle, est quasiment sans moyens. Elle a déjà vu sa jeunesse fauchée il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, dans l'agression azérie, soutenue par les Turcs. Aucune protestation. L'Europe et la France, finalement, ont largement manqué de courage. Protestation, de la salive, mais rien n'a suivi. 2 ans plus tard, c'est la même absence de courage. Voilà, donc on a beaucoup d'actions en faveur de l'Ukraine et rien en faveur de l'Arménie. Ce deux poids, deux mesures est insupportable. La justice n'a plus les moyens. La diplomatie n'a plus les moyens. L'école n'a plus les moyens. L'armée n'a plus les moyens. Alors que les Français n'ont jamais été autant rackettés, puisque l'on travaille du 1er janvier jusqu'à la mi-juin à peu près pour l'État, 44% de prélèvement obligatoire. Et pourtant, les administrations, la haute administration comme la moins haute, personne n'a plus les moyens. Mais que font-ils de notre pognon? Que font-ils de l'argent des Français? Et la réalité, elle est là. C'est clair que la justice est en détresse depuis des années. Alors, il y a en France 60 000 places de prison. On va évoquer ce sujet après. Il y a 72 000 détenus. On va l'évoquer après, monsieur. Écoutez, puisque nous n'avons pas les moyens de notre politique, il faut avoir la politique de ces moyens dans un premier temps, en attendant que l'argent soit débloqué. Mais le malaise des juges qu'on évoquait à l'instant, il faut soutenir l'institution judiciaire, vous l'entendez ça? Évidemment qu'il faut soutenir l'institution judiciaire parce que elle permet aux citoyens d'être protégés, quels qu'ils soient. Et là, ce n'est plus le cas. C'est un des piliers fondamentaux de notre état de droit. Donc les moyens doivent être débloqués urgemment. Et en attendant, il y a quand même des mesures à prendre qui ne coûteront rien et qui, au contraire, nous permettront de faire des économies. On évoque la possibilité de créer une agence du milieu ouvert. Voilà, il faut privilégier les alternatives à l'incarcération. Ça vous fait rire? C'est Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État, qui le dit. Ça ne vous convainc pas? C'est l'appellation agence du milieu ouvert. Ça en devient presque drôle, si ce n'était tragique, puisque quel signal envoyer aux délinquants, aux crapules, quel signal de faiblesse continuer à agresser, à voler, à violer. Ce que l'on proposera, ce qui vous sera infligé, c'est du milieu ouvert, puisque nous avons décidé de ne pas construire de places de prison. Alors, il y a une réalité que nous dénonçons, nous, depuis des années, et qui a été enfin, annoncée officiellement par le ministre de l'Intérieur. À Marseille, 55% de la délinquance est le fait d'étrangers, 45% à Lyon. 72 000 détenus en France pour 60 000 places. Alors, vous voyez qu'on manque 114% de surpopulation carcérale. On ne veut pas construire de nouvelles places de prison, ou en tout cas un rythme très ralenti, puisque le président Macron, le candidat, s'était engagé à le faire en 5 ans, maintenant c'est sur 10 ans. Bon, bien, en tout cas, on peut faire des économies, puisque 23% des détenus en France sont étrangers.
Donc, écoutez, moi, mais vous allez trouver ça ils ne doivent pas purger leur peine de prison lorsqu'ils sont condamnés. Il faut les renvoyer tout de suite. Il faut bien les incarcérer quand ils commettent un délit ou un crime. Et je pense qu'il faut obtenir des pays d'origine qui soient incarcérés dans leur pays d'origine. Vous savez très bien que c'est plus compliqué que ça, Stéphane Ravier. Bien sûr que c'est compliqué, mais rien n'est simple dans la vie. Mais il faut savoir être persuasif, voilà, avec les pays d'origine, engager des négociations, des discussions, un bras de fer s'il le faut. C'est déjà le cas, puisque les visas... Vous voulez nous envoyer encore vos étudiants, vous voulez envoyer des touristes, eh bien, vous voulez que vos ressortissants qui sont présents en France de façon légale et qui travaillent continuent à faire des transferts d'argent dans votre pays, eh bien tout sera conditionné désormais à l'acceptation du retour de vos ressortissants délinquants. C'est un bras de fer, des discussions, de la diplomatie, parce que l'on pourrait résoudre... Mais c'est-à-dire que vous mettez tous les citoyens d'un même pays dans le même panier, du coup. C'est-à-dire que vous mettez tous les citoyens d'un même pays dans le même panier. C'est-à-dire si les délinquants d'un tel pays ne respectent pas les règles, c'est aux citoyens qui les respectent d'en payer le prix. Aux étudiants, par exemple, qui doivent subir la délinquance. Eh bien, c'est au gouvernement du pays en question de prendre ses responsabilités. Nous devons protéger nos compatriotes et les étrangers qui vivent chez nous en toute quiétude, qui respectent nos lois et nos mœurs. Eh bien, il faut que ces gens-là soient protégés. Et cela passe par faire savoir à ces gouvernements que l'on n'acceptera plus que leurs ressortissants commettent des crimes et délits chez nous. Et ça nous fera des économies, vous voyez. 23%, on tomberait à 55 000 détenus pour 60 000 places. Alors, à ce moment-là, il ne serait plus nécessaire de construire des places de prison et ça nous ferait faire des économies. C'est une réalité. Combien de multirécidivistes sont encore sur notre sol quand ils sont étrangers ou sont encore... Donc vous parlez d'un laxisme des juges ? Il y a un laxisme assumé. Je veux dire, le syndicat de la magistrature ne cache pas son idéologie que de faire du délinquant une véritable victime. Et la réalité est là. Après, il y a des juges qui voudraient bien condamner, mais à qui on fait savoir qu'il n'y a pas de place en prison et qui sont eux aussi pris dans ce qui est vrai. D'où la nécessité de renvoyer dans leur pays d'origine les délinquants étrangers et de construire quand même des nouvelles places de prison et de rénover aussi, parce que moi je ne suis pas favorable à ce que les délinquants subissent une peine dans des conditions inhumaines, mais ils doivent être incarcérés. Par contre, si l'on peut éviter qu'ils passent des journées à faire du kart en prison, ça serait aussi une bonne idée. Un mot sur la proposition d'Emmanuel Macron qui a déclaré la semaine dernière qu'il fallait mieux répartir les migrants, Stéphane Ravier, sur le territoire français, notamment, je le cite, dans les espaces ruraux qui, eux, sont en train de perdre de la population. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Ahurissant, hallucinant. Il officialise le grand remplacement. Voilà, il prend acte d'une baisse de la démographie, pas seulement d'ailleurs en zone rurale. Et alors en quoi c'est un grand remplacement ? Est-ce que ça ne va pas permettre de faire vivre ces territoires dont les écoles ferment, dont les services publics ferment parce qu'il n'y a plus assez de monde ? Et par réflexe, par facilité et par idéologie, eh bien on va remplacer les Français qui ont quitté le monde rural parce qu'il n'y avait plus aucun investissement de la part des pouvoirs publics. Écoutez, j'aimerais bien que l'on se souvienne à quand date la dernière grande politique d'aménagement du territoire dans ce pays. Ça fait des années, des décennies que le monde rural a été abandonné au profit des grandes villes, au profit des métropoles. Et évidemment, il y a eu une sorte d'exode des Français qui vivaient dans la ruralité vers les métropoles où l'on trouvait encore un peu de travail, où l'on trouvait du logement, où l'on trouvait encore un peu de services publics. Naturellement, ces territoires ayant été abandonnés, non pas par les Français, mais par les pouvoirs publics, se trouvent aujourd'hui en déséquilibre démographique. Il faut donc investir au profit des Français, ceux qui veulent retourner, ceux qui veulent rester déjà dans le monde rural, ceux qui veulent y retourner, plutôt que d'officialiser le grand remplacement qui a déjà été opéré dans les grandes villes et dans les grandes métropoles, et que Emmanuel Macron veut infliger désormais dans le monde rural, avec toutes les conséquences que cela aura, et notamment en matière de délinquance, en matière de grand remplacement culturel aussi. Emmanuel Macron a au moins cette honnêteté que désormais, le grand remplacement n'est plus la lubie de reconquête. C'est officiel et Emmanuel Macron y apporte
tout son soutien. Bon, les Français sont prévenus. Les Français sont prévenus. C'est pas un grand remplacement. Effectivement, c'est des zones où il manque des gens et qu'il veut revitaliser. C'est un peu ça aussi son idée. Par l'installation de milliers, peut-être de millions d'étrangers, plutôt que de favoriser, pour avoir une grande politique de la famille, en faveur de la famille, de défiscaliser, d'encourager les naissances françaises en France. Monsieur Récavy, vous l'avez dit vous-même, à Marseille, ce genre de mesures existe depuis longtemps, financées par le contribuable, mais via la mairie, via le conseil départemental, toutes les institutions. Ça fait des années et des années que l'on essaie de convaincre ces délinquants qu'une partie de foot, une partie, je sais pas, peut-être que si on faisait l'initiation au tir sportif, là, on aurait des champions. Mais la réalité, c'est que... Alors ça fait partie du plan Marseille en grand. C'est le Marseille en grande naïveté, encore une fois. Que d'argent de contribuables, encore une fois, gaspillé parce que ça ne servira à rien. Si ces enfants sont soumis à ces trafics qui ont pris possession de quartiers, voire d'arrondissements entiers, si on doit les mettre à l'abri, eh bien, pour les mettre à l'abri 6 heures par jour, 5 jours par semaine, ils doivent déjà être à l'école. Être à l'école, c'est déjà être protégé du trafic, d'être protégé de cet argent facile-là que les trafiquants savent mettre sous le nez de ces enfants. Il faut donc que les parents s'occupent de leurs enfants. Quand ils sont à l'école, ils sont protégés. Et quand ils sortent de l'école, ils doivent rentrer chez eux. Il doit y avoir un tissu associatif. Ça, je ne le nie pas. Il existe à Marseille. Il est dense et c'est tant mieux. Il y a une solidarité entre les Marseillais qui est exemplaire. Ce qui manque, c'est de la rigueur. Et c'est de la rigueur à l'école, c'est de la rigueur et de la sévérité lorsque les jeunes doivent être condamnés. Il faut en finir avec ce laxisme, avec comment dirais-je, ces plans qui ont été maintes fois appliqués et qui sont à chaque fois un échec. Il faut revenir, je dirais, à la base. Voilà, l'école, la promotion du travail, de l'effort, la récompense de l'effort. On en fait ça aussi. On a affaire à Marseille à des réseaux, des trafics de stupéfiants qui sont des mafias d'une violence inouïe, sans limite. Et c'est à ça qu'il faut répondre en ayant une action policière. Et la police essaie de faire son travail avec peu de moyens et elle le fait assez bien. Mais ensuite, il y a le dernier maillon judiciaire et pénitentiaire qui, là, pêche. Et c'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet. Il faut faire savoir aux candidats au trafic de drogue ou à la délinquance en général que la société sera désormais impitoyable et qu'elle sanctionnera dès la première faute, plutôt que d'aller de sport en stage ou je ne sais trop quoi, qui, on le sait, à chaque fois est un échec. Moi j'avais annoncé Marseille d'abord il y a plusieurs semaines déjà, alors que j'étais en conflit avec ce qui est devenu mon ancienne famille politique. Donc là, Marseille d'abord existe officiellement, administrativement. La commission des comptes de campagne a validé, je dirais, la naissance de ce mouvement politique local qui s'inscrit un petit peu comme Reconquête, mais au niveau local, par cette volonté d'unir les bonnes volontés, d'unir les familles, les Marseillais de droite, pour ne pas subir un deuxième mandat municipal mené par l'ultra-gauche à Marseille, dont on subit aujourd'hui déjà les ravages. Ravages qui auraient pu... Ça veut dire que votre ambition, c'est la mairie de Marseille encore aujourd'hui? Quand on est politique Marseille, alors moi je n'annonce pas une candidature au poste de maire, moi je souhaite réunir toutes les bonnes volontés de droite qui veulent en finir avec la gauche, qui est minoritaire. Et moi j'avais tendu la main à l'occasion des élections municipales de 2020, j'avais tendu la main à la droite en disant écoutez, nous on est prêts à vous apporter nos voix, on ne souhaite pas de poste d'adjoint, simplement que vous vous engagiez pour Marseille et les Marseillais, pour la sécurité, les transports, la propreté, des problèmes quotidiens à Marseille, débarrassé de toute idéologie. Donc aujourd'hui, vous tendez encore la main au LR? Pour des raisons partisanes, on m'a fait savoir, non, le Rassemblement National, hors de question de s'allier. Donc là, il ne s'agit pas d'alliance de partis, d'état-major, mais d'union des Marseillais, dans l'intérêt des Marseillais. Donc je lance un appel à tous les Marseillais, quels qu'ils soient, pourvu qu'ils aient Marseille au cœur, quoi. Y compris les Républicains. Et pour nous éviter un deuxième désastre en 2026, puisqu'on le voit aujourd'hui, la gauche à Marseille est elle aussi
dans le wokisme, dans l'immigrationnisme, dans la surfiscalité. 14% d'augmentation des impôts locaux, là, cette année. Donc, le matraquage fiscal, le racket fiscal bat son plein. Un laxisme, évidemment, en direction de l'insécurité, toujours pareil. Cet angélisme de la gauche. Mais juste donc, sur vous, sur la droite,